C'est bon. Eh bien, on va voir que le réacteur du haut et le réacteur de gauche vont eux également avoir une interaction ensemble et on va avoir également un centre d'interaction entre ces deux réacteurs. Il en sera de même pour le réacteur en haut et le réacteur en bas à droite qui vont avoir une interaction dans leur centre. Et donc, l'interaction de ces trois réacteurs va finir par provoquer la résultante d'une force au centre de ce triangle. Si maintenant on ajoute sur l'image en bas à droite, on aura le réacteur ici pyramidal, les trois réacteurs du bas en triangle et le réacteur au sommet, eh bien on va obtenir la résultante d'un centre au niveau de la pyramide avec cette fameuse petite boule bleue qui va finir par se situer en plein centre de la pyramide, à peu près au niveau de ce qu'on appelle la chambre du roi. Pour bien figurer un petit peu comment fonctionnent ces réacteurs, on les a fait figurer ici sous forme d'aimants. Et on sait que si on place deux aimants et qu'on les rapproche l'un des autres en fonction de leur sens pôle nord et pôle sud, on va obtenir une répulsion. Les aimants vont se repousser si on essaye de les rapprocher. Mais si on approche un troisième aimant de ces deux aimants, eh bien on va constater que les deux autres aimants vont se repousser également, ils vont se répartir de façon différente dans l'espace. Même chose si on fait intervenir un quatrième aimant. Donc on voit que les aimants, en fonction de leur pôle sud et pôle nord, vont se positionner au fur et à mesure qu'on fait intervenir un aimant supplémentaire. N'oubliez pas que les champs Magraves ne sont pas en fonctionnement sur un plan, mais sur un volume. Donc là, ici, on a figuré des aimants qui fonctionnent à plat, mais les champs Magraves fonctionnent sous forme de sphère. Donc voici, donc on a à la fois une attraction et à la fois une répulsion. On a ici un champ magnétique ou Magrave qui est plus gros que celui de droite. Et donc, ici, on va avoir une force de répulsion qui sera plus importante que celle qui est provoquée par le champ de droite. Donc, l'interaction des deux eh bien, va donner un équilibre jusqu'à ce que les deux... Donc, on voit que cet équilibre, en fait, provient d'un mouvement perpétuel entre ces deux champs Magraves. Donc, on n'a jamais d'immobilité. Donc, ce que je disais tout à l'heure, les champs Magraves ne sont pas dans un plan, mais sous forme de volume. Donc, ici, on a affaire à une sphère avec le pôle magnétique ici qui est en bleu, qui va essayer de rejoindre l'autre champ Magrave. Et donc, ce champ magnétique en bleu va se transformer en champ gravitationnel pour parvenir au pôle inférieur du deuxième champ. De même, ce deuxième champ va émaner un champ magnétique ici figuré en rouge pour se transformer en champ magnétique, gravitationnel par le pôle inférieur du premier champ Magrave. Donc revoyez bien cette image, hein, le champ magnétique devient gravitationnel pour le deuxième champ magnétique. Ici, même chose, le champ magnétique devient gravitationnel. Donc c'est ainsi que deux champs de plasma interagissent l'un avec l'autre. Donc quel que soit le plasma considéré, que ce soit un proton, que ce soit un électron, que ce soit le Soleil, que ce soit la Terre, quel que soit l'objet céleste, eh bien on a toujours ce même positionnement avec toujours un champ magnétique et un champ gravitationnel. Magnétique pour l'électron qui va devenir gravitationnel avec son proton. Maintenant, qu'est-ce que le mouvement dans l'univers? Bien, le proton et l'électron sont deux entités dynamiques, composées des mêmes champs Magraves, et ces champs Magraves sont donc dynamiques. Donc si on revient à l'image précédente, ici on a figuré qu'une seule flèche, mais imaginez, enfin il faut bien visualiser qu'on a des milliers de flèches bleues qui sortent. Là on les a fait partir vers la droite, mais elles partent aussi vers la gauche, comme des gerbes. Même chose pour ce champ-là, ici on a des gerbes de champs magnétiques. Et donc c'est
cela qui provoque le mouvement de façon dynamique. Donc les champs interagissent de façon continuelle. Et donc en raison de leur nature dynamique, ils cherchent sans cesse leur positionnement. Donc il y a un mouvement perpétuel. En fait, dans l'univers, l'équilibre n'existe jamais. On tend vers l'équilibre. Et en raison de sa moindre masse, l'électron, puisqu'on a pris le cas d'un électron sur l'image précédente, la masse de l'électron crée le mouvement et bouge sans cesse autour du proton. C'est ce qu'on appelle le positionnement Magrav. Donc on voit ici, donc l'électron, par rapport à son proton, va chercher, ici on l'a fait figurer ici, mais l'électron va chercher à se positionner, tantôt un petit peu là, tantôt un petit peu à l'extérieur, en fonction de l'ensemble des forces interagissantes. Même chose, si on considère deux planètes, ou plusieurs planètes, on en a figuré ici plusieurs, eh bien on voit que l'ensemble de ces planètes interagissent les unes avec les autres exactement comme les aimants, sauf qu'ici on a affaire à des sphères, des volumes, jusqu'à ce que, au final, on ait une position d'équilibre, où on tourne autour d'une position d'équilibre, puisqu'on sait que l'équilibre parfait n'existe pas dans l'univers. On tourne toujours autour d'un équilibre. Donc on voit ici, en ce qui concerne la position du Soleil et de la Terre, que les deux planètes, Soleil et Terre, enfin les deux entités célestes, Soleil et Terre, n'ont pas besoin de carburant pour fonctionner et entrer en mouvement. Donc elles entrent en mouvement uniquement par l'interaction de leurs forces magnétiques et gravitationnelles. Maintenant, revoyons un petit peu ce qu'on appelle les nanocouches lors du travail et de la fabrication du cuivre ou des plaques. Donc, lorsque vous faites sécher avec le passage du courant sur les plaques nano ou sur les bobines nano ou enduites de nanoparticules et que votre plaque est noire, eh bien vos particules, les particules de carbone notamment, vont s'aligner et se positionner de façon structurée pour pouvoir permettre un passage plus rapide entre les différentes couches qui sont maintenant bien ordonnées de l'énergie et des flux magnétiques. Donc vous voyez ici sur cette image, chaque particule de carbone, nanoparticule de carbone, fonctionne comme un toroïde avec un champ magnétique et gravitationnel en gerbe, chaque particule. Et donc chaque particule interagit avec celle qui est à côté, voire même celle qui est au-delà, celle qui est en dessous. Donc toutes les particules interagissent les unes avec les autres, et donc entre ces 4 premières particules, par exemple, vous allez avoir un centre d'énergie. Maintenant, voyons la définition de ce qu'on appelle la gravité. La gravité, c'est la mesure de l'interaction et de l'attraction de deux ou plusieurs forces de rayons ou systèmes d'entités de champs magnétiques en rapport avec leurs forces respectives et leur position en n'importe quel point de l'univers. Je vous laisse le temps de renoter cette définition, puisqu'en fait c'est M. Kesch, par rapport à la physique traditionnelle, qui a mis en valeur et en exergue cette notion de gravité. Si on le disait autrement, on dit que quand deux placements interagissent, le plus fort attire le plus faible. Lorsque vous lancez une pomme en l'air, Newton a dit qu'elle retombait sur la Terre. C'est ça la force de gravitation. Alors que la force magnétique, elle, si vous lancez une pomme en l'air, la force magnétique va la repousser à l'extérieur du champ terrestre. Alors, une question qui était posée au sujet à M. Kesch, pourquoi la Terre tourne sur elle-même? Donc on vous a fait le schéma il y a environ un an et nous reverrons cela dans un atelier futur. Donc je crois que ça a été vu dans l'atelier numéro 11 peut-être, parce que le phénomène de la rotation de la Terre est un petit peu plus complexe malgré tout.
Alors maintenant, on va voir un petit peu la compréhension du nano-coating par le feu. Alors, la façon de procéder pour nanocoter le cuivre par le feu, c'est d'utiliser la flamme d'un chalumeau et on va utiliser notamment la partie bleue de la flamme. Si vous observez bien la flamme d'un chalumeau, il y a une partie jaune, donc il faut que votre chalumeau soit bien ouvert et vous verrez qu'il y a une partie jaune, une partie bleue et une partie violette. Donc il faut utiliser la pointe de la partie bleue, c'est absolument important. Je rappelle que certaines personnes parlent de la flamme verte. Vous oubliez ça, c'est la pointe de la flamme bleue. Si vous utilisez la flamme jaune, vous n'aurez pas assez de chaleur. Si vous utilisez la flamme violette, vous aurez trop de chaleur. Donc la bonne chaleur, c'est la pointe de la flamme bleue. Donc vous utilisez la cartouche butane, les butanes de camping par exemple. Vous utilisez donc le 2/3 de la flamme et non pas la pointe. Et la température en principe est de 630 à 650 degrés. Faites attention donc de ne pas surchauffer votre cuivre. Ici, je vous ai mis un lien utile sur le nano-coating, la façon de promener la flamme sur la plaque ou sur les bobines. Pour ceux qui ne l'ont pas noté, je vous laisse le temps de le noter. Alors, à quel moment on va utiliser cette méthode par le feu? Donc cette méthode requiert, il faut le dire, une certaine habileté qui s'obtient par la pratique. Donc pour ceux qui ne sont pas très bricoleurs ou qui ont peur de manier un chalumeau, ça peut être un petit peu difficile, mais en fait ça demande un certain coup de main. Donc on l'utilise de façon alternative quand il est nécessaire de nanocoter et qu'on n'a pas beaucoup de temps, ou alors si vous n'avez pas de soude caustique. À ce moment-là, vous allez nanocoter rapidement par le feu. Cette méthode peut être utilisée pour les bobines et pour faire les condensateurs ou les batteries compensateurs. C'est pas très pratique si vous voulez nanocoter une plaque de cuivre. Ça demande vraiment un très bon coup de main. Je vous rappelle que pour nanocoter par le feu, si vous devez le faire plusieurs fois de suite, il faut bien laisser refroidir complètement votre plaque ou la tremper dans l'eau. Donc avant de reprocéder à un deuxième nano-coating par le feu, il faut vraiment que ça ait refroidi. Ici, on a fait figurer la différence qu'il existe entre le nano-coating par le feu et le nano-coating à droite par la soude caustique. On voit qu'on a une structure beaucoup plus fine et précise par le feu que par la soude caustique. Donc on pense que la méthode d'utilisation par le feu a des propriétés certainement plus magnétiques. Voici ici figuré le passage du chalumeau. On voit que le passage du chalumeau va se faire pour la petite bobine dans un certain sens. Donc on fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre au départ. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que le nano-coating est assuré à partir du moment où, sous la flamme bleue, le cuivre va devenir couleur or, et non pas rouge, couleur or. Dès que vous avez la couleur or, vous poursuivez avec votre flamme, vous déplacez votre flamme. Donc il faut être assez patient, ça demande à peu près 2-3 secondes à un certain endroit, et dès que ça devient couleur or, vous faites avancer tout doucement votre flamme de 1 cm et ainsi de suite. Ensuite, on va passer à la grande bobine. Pour la grande bobine, on va travailler dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens anti-horaire. On va démarrer par ici les fils libres pour ensuite attaquer par la grande bobine et on part dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
selon le même principe. Dès que vous voyez ici, dès que vous avez la couleur or, vous faites avancer la flamme du chalumeau. Donc vous aurez fait une face, ensuite vous allez faire à cet ensemble de bobines, vous lui faites faire un demi-tour et vous procéderez de la même façon sur l'autre face. N'oubliez pas de garder le sens originel que vous avez utilisé lors du passage en phase 1. Mais quand tu retournes dans la bobine, ça change d'essence, non? Tout à fait, c'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est Hein, ça. hein. C'est-à-dire de conserver ce qui est, dans la mesure où vous avez retourné votre bobine, les sens vont changer. Donc, ce que je voulais dire, c'est que vous gardez le sens. Ici, on est en phase 1. Donc, sur la petite bobine, vous êtes parti de la droite vers la gauche. Quand vous allez faire un demi-tour à l'ensemble de la bobine, le sens va changer pour vous. D'accord? C'est ça. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous chauffez trop le nano à ce moment-là, c'est-à-dire la partie noire va s'écailler. Donc, il ne faut jamais chauffer jusqu'à la couleur rouge. Et donc, le remède, c'est de réchauffer à la bonne température et au bon endroit. Donc, effectivement, si vous êtes dans un garage ou un atelier où il fait 0 degré, c'est moins pratique. Lorsque la couleur devient arc-en-ciel irisé, ça se produit dans le cas d'une application qui n'a pas été uniforme. Vous avez fait trop d'allers-retours. Donc le remède, c'est même chose, c'est d'attendre que ça refroidisse et vous refaites un passage une fois que c'est bien froid. Donc l'idéal dans cette méthode par le feu, c'est de le faire plusieurs fois, 3, 4, 5, 7 fois selon le temps dont vous disposez. Donc ce qui est important, c'est d'être patient dans cette méthode. D'ailleurs, dans tous les processus de nano, que ça soit pour le nano-coating, pour que ça soit la fabrication des gants, c'est de la patience. Alors, on va passer aux questions qui ont été posées. Alors, on va faire une petite révision auparavant maintenant on va passer au travail sur les gants de CO2. On voit ici la masse atomique du zinc. Je vous rappelle que les masses atomiques sont des masses atomiques moyennes. Parce qu'on a du zinc 64 et on a du zinc 66. Donc quand on parle du zinc 65, c'est le zinc dans sa moyenne. 65, c'est donc la moyenne des différents isotopes de zinc. Même chose pour le cuivre. Ce qui fait que la moyenne du cuivre nanocoté aura donc une masse atomique moyenne de 59. Donc la différence entre les deux, entre le cuivre nano et le zinc, va être de 6. Donc on a créé une différence de force de champ gravitationnel de 6. Étant donné que le carbone a 6 neutrons, 6 protons, 6 électrons, étant donné qu'on a besoin de 50% de force pour attirer le reste, donc on a une partie du carbone graphène, c'est-à-dire le graphène c'est celui qui est noir, qui donne également une énergie plasmatique. En résumé, on a créé et dicté un environnement entre les deux plaques, indépendamment de la pression atmosphérique et de la température. Donc le carbone interagit lors de la fabrication du gaz de CO2 avec l'oxygène pour donner le CO2. Puisque nous sommes dans un cours un petit peu plus avancé par rapport à ce qu'on a vu l'an dernier, on va en profiter pour faire un rappel comme quoi le carbone, 6 neutrons, 6 protons, 6 électrons, notamment on va garder 6 protons, étant donné qu'un proton, le proton originel le plus petit, c'est celui de l'hydrogène, on peut considérer que le carbone, c'est 6 hydrogènes. Donc le carbone se comporte comme 6 hydrogènes. Il en est de même pour l'ensemble des éléments du tableau atomique, quels que soient les isotopes considérés. Je vous rappelle que dans le tableau des éléments du tableau atomique, on ne fait pas figurer les isotopes, mais simplement les moyennes des isotopes. Mais on peut considérer que n'importe quel élément peut être ramené à une quantité d'hydrogène. L'azote, c'est 11, on pourra dire 11 hydrogènes. L'oxygène,
12, on pourra dire 12 hydrogènes. Pardon, 16. Là, on a fait figurer sur cette image la façon de mettre en relation une plaque de cuivre nano, qu'on a fait figurer en noir, et une plaque de zinc. Et donc, entre les deux, on a ce qu'on appelle le champ carbone, la zone d'interaction des champs qui se forme entre les deux plaques. Je vous rappelle que pour obtenir ici, on va obtenir de l'oxyde de zinc, ZNO, et que on ne met pas de diode. Si, étant donné que ça permet de faire une bonne révision pour ceux qui parlent justement du CH3. Ouais, c'est bien. Donc on va revoir un petit peu la révision. Si on considère cette image-là, on a du cuivre, du zinc, mais on n'a pas mis de diode. Par conséquent, on va obtenir du ZNO. Si maintenant on met dans ce même montage, on met une diode, on va donc ralentir le courant et on va obtenir du CO2. On aurait pu mettre à la plaque, je ne sais pas si ça va figurer dans le cours suivant, mais étant donné qu'on est dans la fabrication du CH3, du deutérium et du tritium, donc c'est bon d'en faire un rappel. Si à la place de cette plaque de zinc, on avait mis du fer zingué et qu'on met une diode, on obtiendrait du CO2. Au début? Oui. Et ensuite, on va obtenir le CH3. Donc la différence entre le CH3 obtenu avec du fer zingué et le CH3 obtenu, en fait c'est pas du CH3, c'est du trioxyde de fer, Fe2O3. Eh bien, si on avait mis que du fer, on aurait obtenu un oxyde de fer d'un orange beaucoup plus foncé. Donc le CH3 est d'une couleur orange beaucoup plus claire que celui de l'oxyde de fer. Est-ce que c'est OK pour tout le monde à cette étape? Oui. Voilà, donc je vous ai remis dans le Messenger, je vous ai remis le PDF et le PowerPoint de la dernière fois où il y avait une équivoque, semblait-il, sur le fait de savoir si on avait du ZNO ou du CO2. En fait, le PowerPoint était bon, sauf qu'il manquait la petite diode. Mais le texte lui-même était parfaitement clair et bon. Oh, mais ça, c'était dans les PDF des tritium deutérium. Voilà, hein? OK. Oui, que j'ai mis dans le drive. D'accord. Alors, une question là, pour l'énergie, là, par exemple, pour faire un vaisseau, est-ce que tu utilises de fer zingué ou est-ce que tu utilises de fer zingué. Fer zingué pour les vaisseaux? Oui. D'accord. N'oubliez pas que le vaisseau fonctionne avec les émotions, justement. Ouais, donc, d'accord. Donc le vrai CH3 a une connotation émotionnelle que n'a pas l'oxyde de fer. C'est OK? Ouais, merci. Alors, justement, on va passer à la création du CH3. Jean-Jacques, un Oui. instant, c'est Jacques, bonsoir. Oui. Tu as dit les CO2 sans LED. Hein? Le CO2 avec LED, le ZNO sans LED. D'accord. Sur cette image ici, l'image, j'ai oublié de la rectifier parce que c'est l'ancien cours, non pas sur le tritium et sur le deutérium, c'est l'UPS de l'an dernier. Et là, ici, il dit que le zinc, on n'a pas mis de diode là. J'ai repris le cours de Jim et il manque une diode. Ben, il faut la mettre, hein. Oui. Désolé, mais oui, il faut la mettre. Alors, J'ai zappé, quoi, hein. Bonsoir, puis-je prendre la parole? Allô? Oui. Oui, bonsoir, c'est Alain. Bonsoir tout le monde. Oui. Ce serait bien, effectivement, oui, parce que là, tel qu'on lit la planche, là, eh bien, ça veut dire que le CO2 est fait sans LED. Donc, vous réécoutez bien ce que je dis. C'est pour ça qu'il faudrait la mettre. Vous la voyez à l'écran, là?
Là, d'accord, oui. Ouais, ouais, D'accord, c'est bon. ok. Ok, c'est bon, là. Merci. Je... En fait, c'est les contraires. Pour faire le CO2, il te faut une LED et pour faire le ZNO, il te faut pas de LED. Tout à fait. Voilà, c'est juste, il faut essayer de garder ça en mémoire. C'est bon pour tout le monde maintenant? Ouais. Ça doit être la 10e fois qu'on le répète, hein, malgré tout. Enfin, il y a toujours des gens C'est pas grave, même si vous il y les a des répétez gens- 1000 fois, il faut que ça rentre dans le bon sens. Oui, c'est ce que dit mon charpentier. À force d'enfoncer le clou, il va finir par rentrer. Par contre, qu'est-ce qui fait que la LED diminue le courant à l'intérieur? En fait, si tu veux, c'est que ça oxyderait beaucoup plus vite et c'est pour ça qu'on obtiendra des ZNO. Avec la Oui, LED, ça oxyde moins vite et on obtient le CO2. La LED requiert de l'énergie. Donc, elle capte, la diode oui, en elle-même capte de l'énergie. Donc, le flux d'énergie, le flux de courant est moins important. d'accord. OK? Oui, ok. Et est-ce que le flux d'énergie est en relation avec la dose de sel? Oui. Et alors, si on veut faire du CO2 et qu'on n'a pas de diode, si on met pas beaucoup de sel, au bout d'un certain temps, on a du CO2, non? Hein? Oui, non, c'est pas. Alors, Non, c'est pas comme ça que ça marche. non, c'est parce que vous allez avoir une énergie, vous allez avoir un flux un flux d'énergie beaucoup trop important. Donc vous allez, tant que vous faites du zinc, si vous mettez plus de sel, vous allez arracher carrément le zinc, vous allez avoir trop de courant. Oui, c'est vrai. D'accord? Et d'autant plus si vous faites le CH3 pour le deutérium, vous allez arracher le zinc, donc vous allez avoir un composant noir. Les Oui. deutérium, Oui, alors à plus forte raison avec le deutérium, là de toute façon, là vous aurez du noir, hein. Le deutérium, le premier produit que vous allez obtenir, il sera noir. Puisque vous allez utiliser un courant de 1,8 volts, non 2,5 ouais, c'est moins que 3. et 1,8 ampères, je crois. Hein? Quelque chose comme ça, ouais. Donc restez-en à ce qu'on vous donne, 3% à 4% de sel. OK? Là, ça fait quand même 2 à 3 ans que les expériences ont été répétées un petit peu partout. Donc, c'est plus la peine de chercher à réexpérimenter. Le sel, la quantité de sel vous donne sur le plan de la physique, vous donne une forme de résistance, de facilité de passage du courant. Donc, il est bien évident que plus vous mettez de sel, plus le courant passe facilement. Et à contrario, avec seulement 3% de sel, si vous augmentez le voltage d'une source extérieure, ça revient au même. Donc restez à 3%. Alors, en ce qui concerne donc le CH3, la liste des matériaux, c'est du zinc nano ou du grillage à poule ou un clou galvanisé au zinc, une plaque de cuivre nano noire, la boîte en plastique, du fil de cuivre pour les connexions, de l'eau distillée et du sel pur à 3%. Bon, ça c'est le grillage à poule, c'est plus Jean-Jacques, simple. et ça c'était la liste pour faire du CH3? Oui, Il n'y a pas la LED? Il n'y a pas une pile? Il n'y a pas dans la liste? alors la LED, justement, ça c'était l'ancien, il faut que je la rajoute également. Ouais, rajoute-le là. Alors c'est une LED verte. C'est un couvrir nano ou zinc nano galvanisé. J'ai pas très bien compris l'intervention de. Tu peux répéter? Can you repeat, please? Bon,
Bon, c'est difficilement audible. Là, je pense qu'il est en train de faire une remarque par rapport à la diode dans le CH3. Donc, voilà le bac figuré. Donc, ici, vous avez votre fer zingué, la plaque de cuivre, et donc l'eau distillée à 3%. Ça a une importance, la couleur de la LED, il faut qu'elle soit verte. Ça a Oui. une importance. Ah bon? Ah, moi, j'ai jamais trouvé de LED verte. En fait, si tu veux, ça passe moins d'énergie dans la LED verte, mais c'est pareil. Alors, on prend une verte ou une rouge. Là, vous m'écoutez? Il y a un micro qui travaille en arrière-plan. Ah non, Adrien, on écoute complètement entrecoupé ce que tu dis, on n'arrive pas à te comprendre. Ou alors, faudrait qu'il parle dans le chat en écrit. Adrien, s'il te plaît. Tu n'as pas besoin de l'aide pour ces aspects. On n'arrive pas à te comprendre. Alors, Adrien dit qu'on n'a pas besoin de l'aide. Ah. Ça, ce sont les dernières indications pour la fabrication du tritium. Une LED est préutile pour CO2, pour zinc oxide. Adrien, je suis désolé, Adrien, mais c'est totalement inaudible. Ton micro marche mal. Je crois avoir compris que tu disais qu'on n'a pas besoin de LED. Ça, c'était à l'époque, dans ce PowerPoint, il y a un an. Effectivement, on ne mettait pas de LED puisqu'on parlait de faire du ZNO. Là, ici, dans l'optique de faire du CH3, le vrai CH3, on a mis une diode de façon à obtenir du CO2 d'abord et ensuite le CH3. Normalement, pour faire le CH3, Adrien, c'est inaudible, Adrien. Adrien, peut-être tu peux écrire dans les chats et comme ça on va comprendre ce que tu dis. Parce que je sais que apparemment, je pense que tu n'es pas d'accord, mais je vais essayer de répondre à ta question. Écris dans les chats. Normalement, à l'origine, pour faire du CH3, on prend d'abord du zinc avec la diode de façon à obtenir du CO2. Une fois que le processus a démarré, on ajoute le fer et à ce moment-là, on va obtenir le CH3 qui va devenir beaucoup plus clair que l'oxyde de fer dont j'ai parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux lire dans le chat, Jean-Jacques? Oui. Alors, le chat, il faut que je l'ouvre. Alors, question-réponse. Non, chat. Pas question-réponse. Oui, je sais pas. Là, j'ai rien dans mes questions-réponses. Hein. Non, pas dans les questions-réponses, dans converser. Oui, conversation, attends. Conversation, j'ai pas de conversation. Tu as une petite bulle ronde à côté des partages d'écran. Il y a Adrien qui a noté, vous n'avez pas besoin de LED pour CH3. Oui, ça, j'avais compris ça. Bah oui. Mais là, alors, dans le nouveau procédé, dans la nouvelle façon de procéder, et c'est là où il y avait un désaccord, il y a bien une diode, et là je ne suis pas en accord avec Adrien, il y a bien une diode de façon à obtenir du CO2 d'abord, et ensuite le CH3. Sauf qu'en utilisant du fer zingué, le processus ne se fait qu'en une seule fois pratiquement. Par contre, dans la deuxième phase d'application pour le CH3, pour obtenir le tritium, qui ne va pas être figuré ici, là, par contre, on ne mettra pas de diode de façon à obtenir du ZNO et on obtiendra du carbonate de zinc et non pas du ZNO.
Ça, c'est dans la deuxième phase d'application pour le tritium. Tritium. Relisez bien le document sur le tritium, hein. Donc là, ce que j'étais en train d'expliquer, donc c'est que dans l'introduction d'une nouvelle condition, c'est-à-dire que la nouvelle condition, on a rajouté le zinc autour du fer, et donc on est passé d'une masse atomique de fer de 56 au centre, avec une masse atomique de zinc autour de 65, et donc ce qui explique la différence de masse atomique avec 59 par rapport au cuivre. Je parle le cuivre brut. Donc c'est ce qui explique qu'on va obtenir le H3 du CH3. Donc quand on manipule ces différentes masses atomiques, 56, 65 et 59, on avait fait le calcul à un moment donné. Le voici. Si on équilibre ces trois champs et les trois masses atomiques, donc la différence va être de 3. Et on va avoir le carbone 6. Donc si on renie les deux, on a carbone 6 et 3, ça fait CH3. Je vous rappelle pour mémoire que le CH3, c'est la base méthyle qui vient avant le méthane étant CH4. Et donc le CH3, c'est la base de tous les sucres sur cette planète, quels qu'ils soient, sucre simple ou sucre complexe, glucose, saccharose, fructose. La base est toujours le CH3 sur le plan moléculaire. Et donc, vous savez que le sucre, c'est la base de l'énergie. Pourquoi l'énergie? Par la présence de l'hydrogène. Le carbone, lui, étant la structure dans la matière, qui assure la matière dans notre corps, par exemple. Donc, comment extraire le CH3 une fois qu'il est dans le fond du bac? Eh bien, vous prenez la façon la plus rapide, c'est d'utiliser une seringue et d'aspirer le CH3. Une fois extrait, vous allez le placer dans un bac. Vous allez le rincer 4 à 5 fois, puisque quel que soit le ganse, notamment les 4 principaux ganses qui sont faits à partir du sel, donc il reste toujours une teneur en sel, en NaCl+, selon le type de sel que vous avez utilisé, il reste toujours la trace d'autres métaux, puisque je vous rappelle que le sel marin contient quasiment l'ensemble des sels métalliques sur la planète. Donc vous allez ajouter de l'eau distillée, vous laissez décanter à nouveau le CH3 dans le fond du récipient. Vous allez vider l'eau qui est par-dessus dans un récipient à part. Éventuellement, vous conservez cette eau dans un jerrycan à part. Vous refaites ensuite le plein avec de l'eau distillée. Vous le laissez à nouveau décanter et ainsi de suite. Vous le faites 5 fois de façon à bien être sûr d'éliminer tout le sel pour n'obtenir que l'énergie du CH3. Et donc, toute l'eau que vous aurez déversée à chaque fois, vous la stockez dans un jerrycan pour arroser votre jardin, par exemple. En la diluant avec l'eau du jardin. Hein. Et bon, oui, vous en faites une sorte de ganse secondaire, en fait. Voilà. N'oubliez pas, ça c'est valable pour les 4 ganses principaux, je fais un rappel, gaz, CO2, ZNO, CH3 et CuO2, c'est de récolter les acides aminés. Donc, une fois que vous aurez décanté votre CH3, au bout de quelques semaines de décantation, vous allez observer à la surface de l'eau une pellicule irisée de couleur un peu comme de l'huile ou de l'essence. C'est ce qu'on appelle les acides aminés de CH3. Donc, vous allez prendre une cuillère en plastique et vous collectez ce qui est en surface et vous le replacez dans un flacon à part. Et vous n'oubliez pas d'étiqueter acide aminé de CH3. Et ceci, je me répète peut-être, mais c'est une fois que tu as lavé les ganses. Oui, on peut le faire. Alors, à mon avis, on peut le faire avant d'avoir fait le premier lavage.
et on peut le faire après. D'accord. Donc, il se formerait 2 fois, quoi. Oui. D'accord. Alors, je vous rappelle ma façon personnelle de procéder, c'est que pour récolter les acides aminés, à mon avis, lorsque vous arrivez, que ce soit avant le premier lavage ou après le dernier lavage, vous faites déborder, vous laissez décanter, vous attendez la présence des acides aminés en surface et dès que vous les avez, vous rajoutez tout doucement, de façon à ne pas déranger les acides aminés pour qu'ils restent bien en surface, vous rajoutez de l'eau pour que ça déverse, que ça ruisselle à l'extérieur du récipient dans un autre récipient en verre. Pour moi, c'est la façon la plus facile, par débordement. Donc prenez un récipient en verre parce que je me semble que sur le plastique, les acides aminés risquent de coller un petit peu. Il colle, oui. Oui, tout à fait. Hein, donc prenez des récipients en verre, en Pyrex, pas en verre. Voilà, donc ça c'est pour chaque type de ganse, les 4 ganses principaux, n'oubliez pas de récolter les acides aminés. Je vous rappelle que les acides aminés, c'est la même propriété que le ganse, mais 100 à 1000 fois plus fort. Et qu'ils ont la propriété de faire le lien avec le corps physique. Alors, on va revoir un petit peu ce dont on a parlé au sujet des acides aminés. Donc, on a vu que COHN sous forme plasmatique et que ceci se forme dans la haute atmosphère, dans la magnétosphère, à partir, je vous rappelle, d'un cycle qu'on appelle le cycle de Weisenberg, à travers la succession de différents isotopes, notamment le carbone 14, qui donne de l'hélium, de l'hydrogène, à partir de l'azote, autant pour moi, à partir de l'azote, on obtient le carbone, l'hélium, l'hydrogène, l'hélium redonne de l'azote, et le cycle se poursuit avec réalisation de carbone 13, carbone 12, de l'oxygène 14, 15, 16, 17. L'oxygène 17 étant le fer. Donc ces 4 éléments, une fois qu'ils vont être réunis, vont constituer la source de toute forme de vie avec les acides aminés. Mais au départ, ces 4 constituants se forment de façon plus ou moins séparée. Le fait d'ajouter du sel dans le conteneur va donc constituer la création des acides aminés. Donc tant qu'on est dans la haute atmosphère, on n'a pas les acides aminés, on a les 4 éléments constituants d'acides aminés, mais les acides aminés ne vont se créer qu'au contact de la surface salée des océans, et donc à plus forte raison dans nos bacs de ganse. Donc ça, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc les acides aminés produits sont en connexion avec l'atmosphère de cette planète et la connexion se fait avec l'eau salée. Chaque acide aminé produit dans les bacs aura donc une connexion avec notre propre corps physique. Un rappel sur le plan médical. L'acide aminé de cuivre, la connexion va se faire avec les muscles, c'est-à-dire la partie physique. L'acide aminé de zinc va concerner la connexion avec l'émotionnel puisque le zinc est le constituant du système nerveux central, de façon majoritaire. L'acide aminé de ZNFE, c'est-à-dire le fameux CH3, va donner la connexion avec l'émotion et le sang, puisque je vous rappelle que lorsque vous faites du CH3, c'est le prémisse de l'hémoglobine. Et l'acide aminé de CO2 va donner la connexion avec la structure des acides aminés, puisqu'il fait la liaison, c'est le transporteur, de par la présence de l'oxygène qui a la masse atomique la plus importante et donc un pouvoir d'attraction par rapport aux autres éléments. Donc on va parler maintenant de l'intention lors de la création.
Donc, lors de la création, que ce soit les ganses, des bobines, de tous les matériaux que vous allez fabriquer, c'est votre état intentionnel qui va impacter sur le résultat souhaité. Donc, il faut que cette intention soit vraiment très soutenue pendant toute la durée du processus. Étant donné que nos pensées sont de l'énergie, nos pensées ont une masse, et cette masse est transférée dans les bacs de production, de même qu'elle est transférée aux ganses. À tel point que lorsque l'on perd certaines pensées, eh bien, on peut les mesurer sur une balance. L'expérience a été faite par quelqu'un d'autre que M. Kesh dans les années 1950. En quoi le CH3 est-il différent par rapport au fait qu'on a, depuis un an, se pose la question, mais comment se fait-il qu'on a fabriqué du CH3 depuis 2-3 ans et que ce n'est pas du CH3? Le CH3 obtenu, c'est-à-dire avec du zinc et du fer, diffère du CH3 fait uniquement avec du fer parce qu'il est plus émotionnel. Il diffère également de par sa couleur. Il diffère également du point de vue de la constitution chimique. Le CH3 que l'on fait avec du fer et du zinc est réellement du CH3, alors que le CH3, entre guillemets, fabriqué uniquement avec du fer, n'est pas du CH3, mais du FeO3, un trioxyde de fer. Il peut différer, il peut être orange, il peut être vert, voire vert foncé, selon l'intensité du courant ou du sel qui était utilisé. Arvis Lipia avait déjà mentionné ce fait qu'on passait par différents types d'oxyde de fer à l'époque, ça c'était il y a un an, en fonction de la quantité de sel et de l'intensité du courant que l'on pouvait utiliser. Donc sur le plan, là ici je vous ai figuré une phrase, c'est un peu comme une pomme venant d'un autre pommier mais différent. En fait, vous avez un pommier, deux pommiers qui s'appellent qui portent des noms différents, mais c'est toujours des pommes. Donc par conséquent, on pourrait dire qu'on n'a jamais fait de CH3. Donc la réponse était dans la phrase précédente. Hein. Si vous mettez un clou en fer plus du zinc en face du C nano, vous allez obtenir des acides aminés qui conduiront à du ganse d'hémoglobine. Et qui donneront ensuite le fameux tritium. Et en fait, le CH3 que l'on obtient ici, on pourrait dire que c'est quasiment du C plus H plus H plus H. C'est-à-dire du C plus du tritium. Sauf que le tritium, étant donné qu'il est lié au carbone, il va falloir, dans un processus ultérieur, supprimer le carbone pour obtenir que les 3 H. Donc, si vous enrobez le fer dans du zinc, vous allez obtenir du CH3 parce que les acides aminés ne sont pas produits immédiatement. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a deux façons de produire le vrai CH3. Soit vous prenez du fer zingué, soit vous faites comme on le faisait à l'origine, vous commencez à produire du CO2 avec du Zn et du Cu nano. Et une fois que le CO2 est lancé, vous ajoutez le fer. Et à ce moment-là, avec le CO2 et les acides aminés, vous allez obtenir l'hémoglobine et le CH3. Est-ce que c'est clair là jusqu'à présent? C'est important là ce que je viens de dire. Oui, le dernier. Le processus se fait de façon, quand on prend du fer zingué, on a l'impression que le processus se fait d'un seul coup. Il se fait avec un léger décalage. Mais Jean-Jacques? Oui. Oui, et si par exemple l'hémoglobine et le CH3, ils sont, comme on dit, ils sont mélangés là-dedans, comment peut-on les séparer? Puisque tu dis, lorsqu'on fait comme ça, il y a du CH3 et de l'hémoglobine. Le CH3,
Le CH3 et l'hémoglobine l'hémoglobine va se fabriquer à partir du moment où il y a les acides aminés en surface. Ah. Ça veut dire s'il n'y a pas acide aminé, on n'a pas Non. de... Voilà, tout à fait. Donc si on enlève tout le, comment on dit, le dépôt de CH3, acide aminé, alors on a seulement de CH3 en bas. Il n'y a pas beaucoup de différence en fait, hein. Oui, mais c'est pourquoi ici on a le CH3 et acide aminé, le hémoglobine, Oui, qui sont mélangés là. tout à Mais fait. comment peut-on le séparer? Ah, comment tu veux séparer le CH3 de l'hémoglobine, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Bonne question. Pour moi, c'est la même chose, hein. Le CH3 et l'hémoglobine, pour moi, c'est la même chose. Puisqu'on a dit c'est la différence, alors on ne sait pas quelle est la différence et maintenant ils sont ensemble. Alors comment peut-on les séparer? Bonne question. Moi, je vous donne mon interprétation, hein, que j'ai déjà depuis très, très longtemps, depuis qu'on a parlé du CH3 et de l'hémoglobine. J'ai jamais vu de différence dans la fabrication du CH3 et de l'hémoglobine. Pour moi, c'est la même chose. À part que tu attends que les acides aminés soient formés, quoi. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que si le CH3, tu vas l'obtenir, je dirais, très tôt dans la fabrication, alors que l'hémoglobine, elle va se former beaucoup plus tardivement. Tu vois? Mais après, pour les séparer, je ne sais pas si c'est au bout d'une heure, au bout de 2 heures, de 3 heures, je ne sais pas. Mais pour moi, au final, il n'y a pas de différence dans la fabrication du CH3 et de l'hémoglobine. J'ai encore revu il n'y a pas très longtemps, mais je ne sais plus dans quel schéma c'était. J'ai bien regardé, j'ai jamais vu de différence. Quand il parle dans le cours sur la fabrication de l'hémoglobine, il n'y a aucune différence avec la fabrication du CH3. Mais j'ai posé ces questions-là plusieurs fois, comme en anglais et en français, mais Oui, personne ne peut plus me répondre. et oui, bah, parce que pour moi, il n'y en a pas. Et Par puis, contre, je il faut pense que... Ouais. qu'il y a eu une confusion entre le CH3 dont on parle, le vrai, et l'ancien CH3, qui n'était pas du CH3 au sens propre, mais de l'oxyde de fer. Et la façon de faire l'hémoglobine se faisait en 2 temps. C'est-à-dire qu'on commençait d'abord par faire le CO2 avec le zinc et le cuivre. Et seulement une fois qu'on avait le CO2 qui apparaissait, on ajoutait le fer à ce moment-là. C'est-à-dire qu'avec le CO2, on obtenait les acides aminés du CO2. Et à ce moment-là, si on ajoute le fer, on obtenait ensuite la réalisation d'hémoglobine. Donc je pense que c'est Adrien qui essaye d'intervenir. Je suis Daniel. Damien, pardon. Et, me permettre à noter sur la planche. Tu vais écrire sur les tableaux. Oui, oui. Oui, merci beaucoup. Tu parles et je écris.
Oui, c'est ce qu'on a dit, Damien, hein, tout à l'heure. Oui, voilà, le Fe2O3, on est d'accord. On est d'accord. Donc, je vais essayer, je ne sais pas si Damien va être d'accord. Je vous refais un petit peu en schéma. Tac, tac. Donc, dans un premier temps, on va prendre le zinc. Ici, ça sera le cuivre. Donc, l'interaction des deux va donner le CO2. Donc, on a une diode, hein, bien sûr. Hein. È parte di ZNO. Alors, je sais que ça, par rapport à ce qui était, par rapport à il y a un an, il n'y avait pas de diode. Et là, maintenant, il y a une diode. Donc, en fait, on a du CO2. C'est là qu'on a un désaccord, effectivement. Hein. Donc, je sais que dernièrement et actuellement, ils mettent maintenant une diode. Donc, ça veut dire qu'on a du CO2. Damien, étant donné qu'on a un petit désaccord ici, tous les deux, il faudrait qu'on retrouve le dernier cours sur la fabrication du tritium. Hein. Parce que là, on n'est pas d'accord tous les deux. Donc, il faut vraiment qu'on retrouve la source de fabrication. Hein. Effectivement, si le problème de savoir, effectivement, est-ce qu'on met une diode ou est-ce qu'on n'en met pas? Pour moi, c'est les derniers cours, c'était on mettait une diode. Donc, on obtient du CO2. Par contre, si on ne met pas de diode, alors. Et est-ce que tu as les cours au PDF là pour nous le montrer? Et je ne sais plus dans lequel, c'est un KSW justement. Non, mais tu avais fait un PDF. Oui, mais c'est la même chose, c'est le PDF par rapport à. C'est ce texte-là remis sous forme de PDF. Hein. Ah, d'accord. C'est le PowerPoint mis sous forme PDF. Hein. D'accord, d'accord. Donc il faudrait retrouver le texte le plus récent. Je sais qu'il en parle sur les derniers KSW ou le blueprint sur le. Il en parle un petit peu sur le blueprint sur le vaisseau spatial. Bon, alors ça, on va les présenter mercredi et jeudi, quoi. Oui, mais il en a déjà parlé. Alors, il n'a pas reparlé entièrement de la fabrication. Hein. Moi, je n'ai pas retraduit tout parce que je n'ai pas eu le temps. Mais il me semble qu'il en parle dans celui de la dernière fois ou l'avant-dernier. Il faut sur le vaisseau, le blueprint sur le vaisseau spatial. Des week-ends il y a 2 semaines? Oui. Oui. On a tout traduit là et je suis en train de faire un PDF. Regardez dedans, c'est ce qui concerne le tritium. Hein. Ouais. Donc là, ici, donc on va avoir effectivement l'interaction zinc et cuivre qui normalement donne le CO2 ou le ZNO selon qu'on a mis une diode ou pas. Donc là, je mets un point d'interrogation. Voilà. Parce qu'effectivement, avec Damien, on est. C'est pas qu'on n'est pas d'accord. Hein. Est-ce qu'il y a une diode ou est-ce qu'il n'y en a pas? On revient au même problème. Pour moi, il y a une diode. Hein. Mais je peux me tromper. Il faudrait vraiment revérifier dans les tout derniers cours. Dans un second plan, donc on va avoir à ce moment-là la réalisation, ou la création plus exactement, d'acides aminés. Donc les acides aminés, les voilà. Une fois que les acides aminés sont partis, sont lancés, on va rajouter à ce moment-là, on rajoutait dans le passé, on rajoutait le fer. Et à ce moment-là, on avait le CH3. Et même que les fers, ils touchaient les hauts et les bas. Le fer, il ne touche pas le bac. Hein. Et je crois que oui. Hein. Non, il ne touchait pas le bac. Non, d'accord. Mais il semblait que oui. Hein, donc ça, c'est le fer. Hein. Donc ça se faisait en 2 temps. Donc et là, on avait l'hémoglobine avec les acides aminés. Donc tant qu'il n'y a pas les acides aminés, on n'avait pas l'hémoglobine. Hein.
Alors que dans le dernier bac, si on prend le CH3, on a directement le bac. Ici, on a le fer zingué. Pardon, c'est pas la bonne couleur. Ah la barbe. Je pensais pas avoir de schéma à faire, donc j'ai pas pris ma belle tablette. Et ben alors. Voilà, donc ici autour on a le fer. Merci Damien. Donc on a le fer autour. Et donc, le processus se fait quasiment en même temps. Donc, il n'y a pas de temps de décalage dans la création des acides aminés. Donc, je pense que la différence, effectivement, c'est qu'on va avoir ici directement du CH3 plutôt que de l'hémoglobine. Puisqu'on n'a pas le temps de fabrication des acides aminés comme dans le premier bac ici. C'est mon opinion, hein. C'est toujours comme ça que je l'ai compris. C'était cette notion de décalage dans le temps de fabrication. Alors, on a des acides aminés, effectivement, mais est-ce que ce sont les mêmes acides aminés que là? Je ne suis pas sûr, hein. Normalement, avec le plaquage de zinc, on a d'abord le zinc qui travaille, effectivement, et seulement ensuite le fer. Ça reste à prouver. Je ne sais pas si les expériences physiques ont montré un réel décalage dans le temps. Oui, on est d'accord, Damien. Oui, je suis d'accord. Je m'appelle Daniel. Daniel. Le problème, c'est de savoir, est-ce que dans ce processus-là, ici, on a un décalage dans la fabrication du CO2, enfin du ZNO et du CH3 par rapport à cette configuration. Là, ici, on a vraiment un décalage, hein, puisqu'on attend d'avoir du CO2 ou du ZNO ici en bas avant de mettre le fer. Alors qu'ici, tout démarre en même temps. Donc, Une pour moi, il doit y avoir... première photo, c'est two type of hemoglobin. Oui. Pour musculaire physique, à partir du couvre et fer. Oui. Ce qui serait bien, c'est que tu communiques avec moi dans Messenger en anglais. Ok. Tu parles anglais? Oui. Enfin, en anglais ou en français, mais là j'ai du mal de t'entendre et de bien te comprendre. Ça serait bien qu'on communique tous les deux sur Messenger avec des schémas pour qu'on soit d'accord, d'accord? D'accord. Je Hein? parle anglais non écrit. Soit en anglais, si tu veux, tu peux parler en anglais parce que je parle anglais. Ok? Ok. Hein, parce que là ici, la voix est très faible et j'ai du mal de bien te comprendre. Si ça se trouve, on est du même avis et puis on a l'impression de ne pas être d'accord. Mais en fait, je pense qu'on est d'accord, hein. Oui, oui. Je n'ai besoin d'interrompre toute présentation. Oui. Non, pas du tout. C'est bien de participer quand même. Non, c'est bien, hein, c'est bien. Le problème, c'est que des fois, j'ai du mal de comprendre parce que le son est pas très bon. Hein? Ok. Oui. C'est bon. Donc, ça serait bien qu'on se parle sur Messenger, qu'on se mette, voilà, qu'on soit sûr d'être d'accord. J'ai peur de pas de bien toujours te comprendre. C'est surtout ça. Donc, ça serait bête d'être d'accord et de faire semblant de pas être d'accord. Est-ce qu'on peut continuer de poursuivre? Ouais, j'ai juste une petite question. Qu'est-ce qui se passe si je prends des gaz de CO2 et que je les mélange aux gaz de CH3? Oui. Du moment que je les mets ensemble, ça fait quoi? Très bonne question. J'attends ta réponse. Aïe. Alors, ta réponse? La mienne? Oui.
Tu mélanges du CO2 avec du CH3. Qu'est-ce qui va se Ouais. passer? Voilà, je ne suis pas sûr de savoir ce que j'obtiens encore. Alors, si tu prends du CO2 et que tu prends de l'oxyde de fer, c'est-à-dire du gans fait à partir d'un fer pur, Oui, il ne va rien se passer parce qu'il n'y a pas d'acide aminé. voilà, Alors, tu auras un mélange, c'est tout. d'accord? Alors, si tu veux obtenir du CH3, mais pas de l'hémoglobine, Oui, parce qu'il n'y a pas eu les acides aminés. Monsieur Kesh dit que le CH3, le vrai CH3, a une couleur beaucoup plus pâle que l'oxyde de fer. Et c'est comme d'accord. ça qu'on le C'est comme ça reconnaît. qu'on va voir la différence. Oui, oui, c'est comme ça qu'on le reconnaît, hein. Et donc, pour répondre à Nguyen tout à l'heure qui parlait de la différence, donc là, ça peut être une différence, mais de fonctionnement à l'envers, en fait, hein, par rapport à ce que disait Nguyen. Là, on a fait les deux ganses de façon séparée, puisque l'oxyde de fer, on peut le considérer comme un ganse, mais c'est pas le vrai CH3. Donc, je pense que si on mélange le CO2 et l'oxyde de fer, on va obtenir un CH3, mais c'est pas sûr encore parce qu'on n'a pas eu l'intervention des acides aminés. Donc, dans ma réponse, je mettrai quand même une réserve. Pour moi, on va obtenir du FeO3, un plasma, un nouveau plasma, une entité plasma, FeO3, CO2, où toutes les particules vont être plus ou moins mélangées sous forme de plasma des gans, c'est-à-dire que les particules ne sont pas attachées, ne sont pas liées sous forme moléculaire. De même que le CO2, on a des particules, hein, je vous rappelle que les gans sont constitués comme ça, hein. On a une entité plasma qui est comme ça. Et puis à l'intérieur, on a du carbone, on a de l'oxygène. Voilà, ça c'est voilà, et tout ça, ça se balade, tout ça c'est en mouvement. Alors que si on était dans la matière, on aurait ça, on aurait l'oxygène et on aurait le carbone. Les trois seraient liés plus ou moins. Donc là, on est dans une entité avec des espaces libres. Donc, si on parle du CH3 tel que l'a posé comme la question que pose Lee, on va avoir par exemple 3 hydrogènes ici, un hydrogène, un hydrogène, un hydrogène, le carbone qui sera ici. Et si on rajoute ensuite le carbone ici, plus oxygène et oxygène, voilà, on va avoir toutes ces entités, ces nanoparticules qui vont se balader à l'intérieur d'un certain volume, qui va constituer une nouvelle masse atomique. Mais tout ça, c'est libre. Vous voyez? C'est pas constitué sous la forme, comme ici, d'une particule, d'une molécule, où les particules sont liées les unes aux autres. Ça, c'est valable pour n'importe quel plasma mélangé, hein. Que ça soit le CO2, le ZNO, etc. C'est OK? Ouais, pour moi, oui. Bon, c'était un petit rappel. Je suis désolé, Lee, je ne me suis pas servi de ta tablette parce que je ne pensais pas en avoir besoin aujourd'hui. Donc, je n'ai pas préparé. C'est pas grave. Alors, une question sur le tableau atomique. Donc, monsieur Kesh rappelle que le tableau atomique n'est pas correct. Effectivement, dans la mesure où il faut bien se rappeler, comme je l'ai précisé tout à l'heure en début de cours, le tableau atomique ne reflète que les moyennes isotopiques. Et en plus, pour d'autres raisons, le tableau atomique ne fonctionne pas de façon correcte dans l'état plasma. Donc, il nous faudrait mettre à jour selon les concepts de la nouvelle technologie et ce travail est toujours à faire. À ma connaissance, il est sur le grill, mais je ne l'ai toujours pas vu apparaître. J'ai vu des brides
mais je ne l'ai pas vu de façon définitive. Donc, je ne pourrais pas vous en dire plus sur ce tableau atomique. Dans ce nouveau tableau atomique, c'est l'hydrogène qui serait la base de compréhension et de constitution de ce nouveau tableau atomique. Voilà, donc ça c'était la fin de l'UPS 9 de l'année 2017. Donc on a refait aujourd'hui, puisqu'il n'apparaissait pas, il n'avait pas été sauvegardé pour les vidéos. Donc, mais c'était pas mal de le faire sous forme de rappel, parce que vous voyez que ça met en évidence certains désaccords au sujet de certains modes de fabrication. Donc si quelqu'un pouvait essayer de retrouver dans les derniers KSW, plus récents totalement, ou les derniers blueprints, la réalisation du CH3 notamment, ça serait bien d'avoir la source. Et non pas simplement nos différents points de vue, quoi. J'insiste bien sur les tout derniers et les plus récents. Malgré tout, il y a un point de vue qui est toujours valable, c'est que pour faire du ZNO, on ne met pas de diode, pour faire du CO2, on met une diode. Ça là-dessus, ça n'a pas changé. Voilà. Parce qu'à l'époque, lorsque j'ai fait les cours sur le tritium et le deutérium, j'étais parti à la fois de ma compréhension et de la compréhension de, je ne sais plus qui avait, c'était un Espagnol qui avait fait un PowerPoint sur le CH3, le CH3 et le deutérium et le tritium. Et comme il avait fait une erreur de traduction, ça peut-être semé le trouble dans la compréhension. Outre le fait que depuis quelque temps, dans les 6 derniers mois, je crois, il y a eu une modification dans la fabrication du CH3. Selon la façon dont on le fabrique, parce qu'on peut le fabriquer le CH3 à partir des fameuses bouteilles de Coca-Cola. Hein, les 3 bouteilles de Coca-Cola que je vous redessine. Hein, vous avez les fameuses 3 réacteurs. Une bouteille ici. Une autre bouteille au-dessus. Avec les fameux réacteurs qui plongent dans les bouteilles. Hein. Vous vous rappelez de cette figure-là? Voilà, et c'est à partir de là qu'on obtenait le tritium ici. Voilà. Donc ça, c'est encore un autre procédé, la façon de faire d'obtenir le tritium. Où là, dans ce procédé-là, il n'était pas question d'hémoglobine. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce cours? Oui, j'aimerais juste poser une petite question, Jean-Jacques. Oui. Bon, parce qu'il y a un document que tu as mis effectivement dans le drive par rapport à la fabrication du tritium. Oui. J'ai regardé plasma laurentide, le schéma, il y a bien une production de CO2, donc il y a forcément une LED, même si elle n'est pas signalée. Tu l'as vu dans Laurentide, c'est ça? Oui. Pour moi, on est d'accord. Hein. Alors, le problème, c'est de savoir de quand date cette traduction ou cette interprétation par rapport à une interprétation des plus récentes. Voilà. Parce que si ça date de 6 mois, 1 an, pour moi, il faut une diode. Oui. Et apparemment, il faut une diode. Maintenant, si on a une traduction, notamment celle du dernier blueprint où il parle du vaisseau spatial. Oui, je sais, Daniel. Hein, on se pose la question, est-ce que si on ne met pas de diode, on va avoir du ZNO, et si on met une diode, on va avoir du CO2. Du CO2, oui. Oui. Alors, maintenant, puisqu'on est en train de parler... Oui. Oui, on est d'accord. Hein, on est d'accord, Daniel. Le problème, c'est de savoir est-ce qu'il y a une diode ou pas de diode. Parce que je sais. Ah oui, mais ça, il faut se baser sur le document le plus récent. Parce que moi, je suis certain qu'il y a. En 2017, lorsque j'ai fait le document, j'avais raison. Ça, j'en suis certain. Maintenant, il est possible que depuis les derniers blueprints ou depuis 2-3 mois, peut-être qu'il y a eu un changement. C'est ça que je voudrais savoir. Moi, je ne l'ai pas vu le changement. Hein. Maintenant, si quelqu'un l'a vu, il faut retrouver le document, quoi.
Parce qu'il y a une chose, alors maintenant si on parle du tritium, lorsqu'on va faire notre bac de tritium, alors là on va utiliser le fer zingué, et c'est peut-être là qu'il y a une confusion. Alors, on va dire que ça c'est la plaque nano, et ici on a notre fer ici c'est en rouge, c'est le fer zingué. Et tout ça c'est relié sans diode. Et ici on va mettre le bac avec le CH3. Et c'est là, si vous relisez bien le document que je vous ai mis, on va avoir ici du carbonate de zinc et non pas de l'oxyde du ZNO. Le but, c'est d'attirer le C en dehors du bac flottant. Ça, c'est le bac flottant. Hein. Je vais le refaire flotter. Je vais le faire flotter. Voilà. Et je pense que la confusion ici, tout le monde pense que c'est du ZNO ici, alors que c'est du carbonate de zinc. Le but étant d'attirer, de faire sortir, de libérer le carbone pour qu'il ne reste que le H3 dans le bac. OK? Toujours est-il que, donc là, on a bien du fer zingué ici, on a bien le nanocarbone ici, le CH3 qui flotte dans le récipient. N'oubliez pas que le récipient est fermé, hein. Je ne vous refais pas le cours sur le tritium. Là, ici, on a un récipient fermé, on est sous... Parce que d'accord. Assez choqué de voir un peu noir. Voilà, et on n'a pas de diode. Hein. Voilà. Alors qu'il était entendu, il me semble, par certains que ce soit un drapeau bleu, blanc, rouge, et sur la partie blanche, il y a marqué CNTF. Voilà, c'était un drapeau noir, donc ça faisait un peu pirate, un peu anarchiste, ça ne va plus du tout. Alors, j'ai compris que le dessin était un peu anarchique, c'est ça? Personne ne cite dessus. Il y a un autre thème de réflexion qui s'appelle moyen de communication externe, gazette, lettre. Non, je crois qu'il entendait parler au téléphone ou avec quelqu'un d'autre. Oui, pardon. Ah oui, pardon, oui, j'avais un bruit de téléphone, excusez-moi. Oui, j'ai bien coupé le son. Ah oui, c'est ma faute, c'est ma faute. Oui, donc dans ce schéma que tu as fait, là, Jean-Jacques, effectivement, il n'y a pas de diode. Non, dans ça, on est dans le... Oui, il n'y a pas de diode. Là, on est dans la deuxième partie de fabrication du CH3. On est dans la vraie partie de fabrication du tritium. Du tritium, tout à fait. Là, là, on est... Je vais le remettre. Hein. Là, on fabrique le tritium. On est censé avoir fait le CH3 avec de l'oxyde de fer aussi. Mais là, il n'y a pas de diode. Donc là, on est certain d'avoir un produit à base de Zn. Mais ce n'est pas du ZNO. Hein. Peu importe, l'essentiel, là, ici, le procédé, vous verrez dans le tritium, il est correct ici. L'image est correcte. Le texte du PDF, il sera correct. Simplement, je voulais réapporter la précision, là, ici, ce soir. Donc, on a bien le CH3. Peu importe comment on l'a obtenu, on a du CH3. On l'a isolé dans un bac fermé, ça c'est le couvercle, de façon à forcer le CH3 à réintégrer ici. Alors par contre, donc moi j'ai fait exactement comme ça, simplement, oui. J'ai mis une plaque de zinc normale, pas de fer zingué. Oui. Donc c'est pas correct.
à mon sens. Mais je crois que dans les blueprints, là, ils s'en parlaient des angles et des cuivres en revêtu pour mettre les CH3 dans la petite boîte. Hein. Alors, c'est pour ça il faut revoir les deux derniers blueprints. Hein. Voilà, on va voir ça mercredi et jeudi prochain. Là où ils refont le CH3, ils répètent comment faire le CH3. Pour moi, il y a certainement eu des modifications. Hein. Parce que le CH3 fait avec du fer zingué, tu as du ZNO dedans. C'est pas du CH3 pur. C'est ce qu'on est en train de dire. Oui, oui, tout à fait. Hein. C'est pour ça qu'il a une couleur pâle. Eh oui. Hein? Oui, d'accord. En fait, c'est un mélange intrinsèque de ZNO ou de CO2 avec l'oxyde de fer. Avec l'oxyde de fer, oui. Et la présence d'acides aminés. Parce que, ah oui, CH3, parce que si on n'utilise que du fer pur et dur, on obtient un oxyde de fer, mais est-ce qu'on peut en extirper simplement le carbone et obtenir du H3? Non? Eh bien, je ne sais pas. Ouais. Non, puisque c'est l'oxyde de fer, sa formule chimique, ça sera Fe2O3. Ou Fe2 ou F3O4. On peut obtenir différents types d'oxydes. Hein. Mais a priori, c'est du Fe2O3. Donc, il n'y a pas de carbone dedans. Donc, il n'y a pas de carbone dedans. Ouais. Donc, on ne peut pas l'extraire. D'accord? D'accord. Ce qui fait qu'on obtient le CH3, c'est l'interaction, comme on l'a montré dans le tableau atomique. Je vais revenir en arrière. Alors, c'était où? Vous voyez, c'est ça là. C'est la différence entre les différentes masses atomiques qui va nous donner 3, 9 et 6. Ouais. C'est ce processus-là qui nous donne le CH3. Tout à fait, oui. Tout à fait, d'accord. Ok. Hein? Oui, c'est parfait ça, oui. Là, c'est clair. Pardon. Voilà, donc voilà, le différent, il est là. Hein. CH3, 9 ici. Donc c'est en jouant avec les différentes masses atomiques. Hein. C'est pour ça qu'on explique la présence du CH3 et non pas Fe2O3. OK? Tout à fait. Donc pour résumer, si il faut aller à la pêche des deux derniers blueprints, retrouver tout ce qui concerne le CH3, parce que c'est vraiment important, parce que sinon on va repartir dans des tas de différents, remettre éventuellement les PDF à jour. Pour moi, c'est dans les deux derniers. Voilà. Donc pour ce soir, on va s'arrêter là parce que si je continue avec l'autre blueprint, il y en a encore pour autant de temps. Donc on va les séparer en deux. Je prendrai la prochaine fois l'UPS numéro 12. Et on pourra éventuellement poser d'autres questions. À moins que vous ayez des questions pour ce soir, à nouveau sur ce sujet-là ou sur un autre sujet, si vous voulez, je suis à vous. Ou s'il y a un débat. Non, pour moi, J'aurais une question à poser, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on a fait ce soir. J'ai fait un stylo de soin avec du ZNO et un peu de matière au fond, très peu, dans les tubes comme pour le sang. Oui. Donc j'ai donné ça à une amie. Lui, il avait mal au dos, tout ça. Enfin voilà, je passe les détails. Elle me téléphone, elle me dit, écoute Nicole, j'ai mal à la gorge, j'ai un début de mal de gorge, est-ce que je peux utiliser le crayon? Ben, je lui dis oui, parce que hein, c'est pas le truc avec le cuivre. Et du coup, bon, eh ben, son mal de gorge a passé. Et alors, elle me dit, est-ce que je peux l'utiliser sur ma petite fille qui a 10 mois, qui a mal aux dents? Qu'est-ce que tu en penses sur un bébé? ZNO, oui. Oui, voilà, le tube, quoi, le crayon que j'ai fait avec le CO2, eau de plasma de CO2 et un petit peu de matière au fond. Oui. Alors, même sur un bébé, on peut. Alors, quand c'est une douleur physique, il faut que l'idéal, c'est le CO2. Oui, voilà, c'est du CO2 qu'il y a dedans. Ah, ben c'est ZNO ou CO2? Non, CO2, je t'ai dit, ouais. Ah, j'ai pardon, dit ZNO. Autant pour moi. D'accord, CO2. Oui, oui. Donc, elle peut le passer sur le bébé.
qui a mal aux dents. C'est sa maman? Enfin, qui a mal aux dents, qui a mal pour sortir les dents, probablement. C'est sa maman à qui tu as fait les soins avant? Oui, 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 oui. D'accord, donc on peut garder le même. Bon, merci. Elle peut tenir son bébé. Alors, le mieux, elle prend son bébé dans ses bras et elle passe elle passe le tube sur ses dents à elle. Ah, ok, d'accord. Mhm, Hein, d'accord. et il faut lui dire qu'elle fasse le transfert. D'accord. Hein, l'intention, c'est pour le bébé, bien sûr. Hein. Voilà, oui, 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 tout à Pas fait. pour le bébé, sur elle. Ouais, elle avait bien compris l'intention. Hein, pour son mal de gorge, il a passé tout de suite. Pour les bébés, c'est encore d'autant plus facile parce que le Oui, lien est sûrement. tellement fort que c'est facile. Hmm. Voilà un exemple de transfert. D'accord, Ceux qui font de merci. la kinésiologie, vous connaissez ça, le transfert. Oui, oui, oui. D'accord? Autre question? Oui, on n'a pas abordé ce soir, c'était pas le sujet. Le CUO, c'est Oui. avec l'aide ou sans l'aide? Le CUO, il n'y a pas de LED. Pas de l'aide. Ok. Merci. De rien. Alors, tu peux mettre une LED et à ce moment-là, tu auras une connotation beaucoup plus physique dans le domaine de la santé. Un peu plus physique dans le domaine de la santé. Oui, ça sera, ça sera plus dans le domaine de la santé. Par contre, si c'est dans le domaine de l'énergie, tu mets pas de LED. Parce que le CUO, moi, je pensais surtout l'utiliser pour débarrasser pour la purification des eaux de. Oui, oui, oui. Qu'elles soient, quoi. Donc, tout ce qui est antibactérien, désinfectant pour les plantes, les arbres, le jardin. Tout à fait. Tu peux rajouter un petit poil de courant, ou tu mets pas de LED. Ça dépend de si tu es pressé ou pas. Par contre, si tu travailles dans le domaine de la santé, moi je mettrai une LED et tu auras un CUO qui sera certainement d'une couleur, d'un bleu certainement différent. Avec l'aide santé et d'accord. Alors pour la purification, un petit poil de courant, oui, ça serait pas mal ça. Oui. D'accord, ok. Très léger, hein, le courant. Et encore, Oui, oui. le courant, tu le fais passer pendant, allez, 1 à 2 heures, 3 heures, et après tu arrêtes le courant. Oui, oui. Et très peu d'ampérage, très peu d'ampérage. Moi, Oui, oui, c'est pas la peine de. Non, non. Les micro-courants, quand je parle de 0,01, 2, 3 ampères, Oui, c'est ça. Oui. c'est une condition plasma, que l'on connaît déjà depuis très longtemps en physique. Hein. Mais c'est ce que je fais. Hein. Quand j'utilisais l'électricité, j'étais à 0,01, le plus faible possible de l'appareil, du générateur de tension, le plus bas possible. Oui, du moment qu'il y a du courant qui passe, c'est pas la peine qu'il y ait des milliers d'ampères. Hein, Ah non, 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 surtout pas. D'accord. non Ok. pas que c'est nocif, enfin si, parce qu'à ce moment-là, tu vas arracher de la matière carrément. Oui, 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 oui. Ah oui, oui. Mais en fait, vraiment, le micro-courant est une condition plasma. D'accord. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres points de vue? On ne parle plus maintenant de l'écartement des plaques dans le CO2 LZNO. Si. Avant, on parlait aussi de l'écartement, on n'en parle plus maintenant. Bah non, puisque alors si, c'est toujours valable sur le plan théorique. Hein. Ah, Puisque si tu veux, l'écartement des plaques te fait bien comprendre que l'intensité, il y a plusieurs facteurs dans l'intensité du champ. mhm, D'accord? ok, Donc tu peux combiner toujours la distance des plaques avec fil ou avec diode. d'accord. Sachant que si tu mets une diode à 12 cm, tu vas obtenir du CO2. Si tu les rapproches et que tu ne mets pas de diode, tu vas obtenir du ZNO encore plus facilement. D'accord. Merci. Autre question?
qu'est-ce qu'il pas in kit of ZNO et avec la diode Oui. et non fili nano covert. To obtain CO2 or ZNO. Alors, je refais. Je le redis, je répète. Hein. Attendez. Alors, ça c'est... Non, zinc. Zinc et zinc nano. Ah, zinc nano, pardon, d'accord. Ah oui. Autant pour moi. La différence with LED, diode. Ah, pardon. Tu comprends? Oui, oui, j'ai compris ta question, j'ai compris. Mais j'essaie d'effacer... Ah. Donc là, il est en train de dire qu'on a du ZN. Voilà, donc on a du ZN pur et ici du ZN nano. D'accord? Donc là, il n'y a pas besoin de diode. On est d'accord? Oui, oui. Voilà. Donc là, j'ai mis une diode parce que je voulais mettre du C du CU. Et en fait, ici, on n'a pas besoin de diode. Hein. D'accord. Ah. Merci beaucoup. Voilà. Donc là, vous allez obtenir du ZNO. Hein. On est OK pour tout le monde? Non, le ZNO nano, c'est quoi? Du ZNO trempé dans de la soude. Combien de temps? Je sais pas, c'est comme dans l'artillerie un certain temps. 24 heures. 24 heures? Oui, comme pour le cuivre. Hein. Ah, c'est pareil. Donc, il se mettra une couche noire au-dessus, collée sur place, car ça s'enlève comme de la poussière. Oui. Je peux intervenir? Oui. Oui. J'ai fait l'expérience de tremper une plaque de zinc dans la soude. Faut pas la laisser longtemps, sinon la soude, elle mange. Elle mange et elle enlève de l'épaisseur. Voilà, d'accord, oui. Il faut surveiller, je pense, laisser 1 heure et c'est suffisant même. Dans de la soude. Tu ne parles pas de l'acide chlorhydrique, hein? Ah, acide chlorhydrique. Ah, pardon, je crois que j'ai fait confusion là à ce moment. Oui, tu as fait confusion. Ah, excusez-moi, j'ai fait confusion. Oui, c'est l'expérience, je l'ai faite avec l'acide chlorhydrique. Oui, d'accord. Pardon, j'ai rien dit. Parce qu'à une époque, on faisait le nano avec de l'acide chlorhydrique. Là, c'est bien de la soude. Ok, d'accord. Soude caustique, hein? Soude caustique. Soude caustique, c'est tout à fait différent. Normalement, la soude caustique ne mange pas le ZN, le zinc, donc on peut le laisser pour moins 24 heures. Ok, oui. On va obtenir un zinc qui va pas être noir, mais qui va être qui va être sale, voilà. Donc c'est vous le nano-coté exactement comme le cuivre, ok? Autre question? Alain, tu voulais poser une question? Non, c'est bon. Je n'ai pas fait l'expérience avec la soude, mais c'est bon, voilà. Ok. Parce qu'effectivement, si vous laissez avec la soude, vous allez bouffer le métal. Hein. Bien. Pas d'autres questions?
Bon, écoutez, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour l'UPS numéro 12, qui datait de 2017, qu'on puisse le retransmettre effectivement en vidéo sur YouTube. Ben, sur ce, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, un bon dimanche, et je vous fais tous des gros bisous, et à la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté et merci de vos interventions aussi. Donc, je vous rappelle, essayez de trouver des informations sur les derniers blueprints concernant le tritium. Oui, je vais les présenter mercredi prochain, mercredi et jeudi. Oui, il faut absolument, d'accord. Voilà. Tu seras, toi? Oui, merci. Mais ce n'est pas la peine de représenter l'ensemble du blueprint, c'est juste d'être capable de faire référence aux bons documents et de façon à représenter, à corriger éventuellement les... Oui, j'ai fait un PDF avec les notions qui nous intéressent. D'accord, mais c'est Je suis en train de les faire. Voilà, c'est sûr, mais qu'on puisse dans le document mettre la référence et qu'on ne revienne pas sans arrêt dessus. Quoi. Okay. Voilà. Merci à tous. Tu arrêtes l'enregistrement? Non, tu l'arrêtes parce que je suis plus... Ok. Si tu peux l'arrêter. Ouais. Parce que j'ai mon bandeau qui a changé, donc je ne sais plus où c'est. Ok. Ok. Bonsoir. Merci à tous. Et merci Jean-Jacques. Merci, bonsoir. Merci Jean-Jacques, bonsoir. Merci. Merci beaucoup. Et non oubliez dopodomani. Et tu communiques. Lundi, Oui, tu communiques sur Messenger, hein, d'accord? Merci Jean-Jacques, bonne soirée, Merci, au revoir, merci à tous. D'accord. Merci, au revoir. Bonsoir à tous.